Zulf Lawen, bienvenue dans Graffiti. Pour ce présent numéro, il sera largement question de géostratégie et surtout de Kabylie. Et pour cela, j'ai l'honneur et le grand plaisir de recevoir un homme qui se bat depuis de longues années pour des causes justes, c'est Farhad Mehani. Farhad Mehani, bienvenue dans Graffiti. Merci et bonjour à tous vos auditeurs. Bonsoir à l'heure à laquelle vous serez diffusée cette émission. Voilà, et donc comme je disais, pour moi c'est un honneur de mener cette conversation. Et donc tu viens de publier un excellent essai aux éditions de Passy, donc intitulé « Afrique, le casse-tête français, la France va-t-elle perdre l'Afrique ?» Alors Farhad, c'est quoi ce livre? Ce livre fait suite au siècle identitaire. C'est une mise en application d'un certain nombre de principes et surtout un nouveau regard sur la relation qu'entretient la France avec ses anciennes colonies. On sait que le monde colonial a été fait par la force, par la violence, et on croyait que la colonisation allait générer des bénéfices. Finalement, il générait des pertes pour la France, à tel point qu'elle a fini par se débarrasser de ces colonies en leur octroyant des indépendances, mais en leur dessinant carrément des frontières pour dire, voilà, on a défini des frontières, c'est un pays, charge pour lui, pour l'État qui va le gérer, de générer sa nation. Et on a vu tout l'échec de cette politique jusqu'ici. Et donc maintenant, ce livre a été consacré pour caractériser la nature de la relation qu'entretient la France avec ses anciennes colonies. Normalement, ces colonies sont censées être indépendantes aujourd'hui, mais dans la réalité, on voit que la France se comporte toujours comme si elle n'a jamais quitté l'Afrique. Tout à fait, et l'actualité toute récente nous le démontre effectivement avec ces deux interventions, donc en France-Afrique et au Mali, n'est-ce pas? En Centrafrique, au Mali, auparavant c'était en Côte d'Ivoire, et on a vu que la France s'est impliquée dans la Libye, en Libye où elle n'avait pas d'intérêt jusque-là, et je pense qu'elle n'en aura jamais. Donc les interventions françaises en Afrique, hormis la question de la Libye, où c'était plutôt l'affirmation d'une place de choix, d'une place stratégique de la France sur l'échiquier international qui est importée. En Côte d'Ivoire, au Mali et en Centrafrique, c'est vraiment une affaire de politique interne à la France. La France se comporte comme si c'était à elle de rétablir l'ordre dans des pays qui se délitaient. Et dans ce livre, donc, tu reviens sur plein d'éléments qu'on va essayer d'analyser dans la discussion. Entre autres, ce jacobinisme français que la France elle-même essaye encore d'imposer à ces pays dont on dit qu'ils sont indépendants, et pour certains ils le sont depuis 50 ans, n'est-ce pas? Et puis aussi cette question presque sacrée des frontières. Oui, d'abord la France... contrairement à l'Angleterre, qui avait occupé donc la moitié de l'Afrique en même temps que la France, elles se sont partagées l'Afrique pratiquement. L'Angleterre a eu des choix pratiquement pas tout à fait opposés, mais divergents quand même. Les Anglais ont tenu compte des spécificités humaines, des spécificités des peuples, qui allaient être mis ensemble dans des pays différents, notamment au Nigeria, où ce sont les Anglais qui ont imposé le fédéralisme. Au départ, il était même question pour les Anglais de créer 5 ou 6 pays à l'intérieur du Nigeria, et à la fin, ils se sont dit, non, on va garder cela, mais on leur concède le fait de faire du fédéralisme. Pour la France, il fallait qu'elle clone son État. C'est-à-dire qu'elle a créé des pays à sa propre image. C'est comme Dieu qui a créé l'homme à son image. Donc la France se croyait en devoir de faire en sorte que les pays qu'elle a dessinés lui ressemblent dans leur forme politique, leur forme d'évolution même. Elle croyait que la manière dont la France s'est constituée en tant que nation
allait se répéter dans les pays qu'elle a créés. Comment la France s'est créée, c'est qu'il y avait les Bretons, il y avait les Ch'tis, il y avait les Savoyards, il y avait les Occitans, les Provençaux. Tout cela s'est fait par la force. Et pendant l'école de Jules Ferry, elle a réussi, il est passé par le bonapartisme, hein, par Napoléon, qui était au-dessus des classes et des régions, pour imposer vraiment un esprit national, une idée nationale, et en fin de compte, avait germé de tout cela la notion de citoyen qui a mystifié ou qui a écrasé la notion d'identité locale, d'identité régionale. Elle croyait que ce processus, par le biais de l'école qui a enseveli en quelque sorte les langues régionales, les pays qu'elle a créés en Afrique allaient suivre le même schéma. Et il se trouve que l'histoire de la France n'est pas celle de ces pays africains et les contextes économiques, culturels, passé n'a pas été suivi et ces pays-là ont gardé le français en tant que langue pour en dehors des pays de l'Afrique du Nord. Ils ont gardé le français en tant que langue officielle, mais la langue officielle n'a pas pu tuer les langues régionales. On n'avait pas pour ambition de tuer les langues régionales, sachant que même ceux qui gouvernaient usaient de leur langue maternelle et de leur langue populaire. Donc, la situation est restée bloquée au niveau de ce processus et la nation n'a pas été générée. Pire que cela, c'est que les peuples étaient tellement bien constitués avant l'arrivée de la France que personne n'allait céder de son existence au nouvel État qui est tout fragile et dans lequel, hormis les premières années d'indépendance où il a fait illusion qu'on construisait une nation, après les 5 premières années, les 10 premières années, les réflexes identitaires ont repris le dessus. N'était la guerre froide qui bloquait, qui gelait l'évolution de ces pays. Il y avait ces pays qui étaient devenus une sorte de... les marxistes et les géostratèges marxistes de l'époque, comme les Russes et les Chinois, appelaient cela les zones de tempête. Les pays qu'on appelait les pays en développement. C'est le cas de l'Algérie aussi? Oui, oui, c'était le cas de l'Algérie également. Donc, c'était les zones de tempête, c'est-à-dire que c'était les lieux où se faisait la guerre froide, mais de manière violente, par peuple interposé, et il se faisait des coups d'État. Hein. C'était quand les Russes arrivent à renverser la vapeur pour créer au sein de l'armée un clan qui lui soit favorable, ils organisent un coup d'État au président pro-occidental. Et les Occidentaux, on faisait de même également. On se souvient par exemple du Burkina Faso, qui s'appelait auparavant la Haute-Volta. La Haute-Volta, oui. Quand les Russes ont voulu faire un coup d'État au président et aux Occidentaux, ils ont monté en épingle un caporal qui s'appelait Sankara. Exact. Et quelques années plus tard, 2 ou 3 années ou 5 ans plus tard, elle a été renversée par son propre lieutenant, qui est toujours président aujourd'hui, qui est Blaise Compaoré. Et donc, c'était les lieux où se faisait la géostratégie entre l'Occident et le monde occidental et le monde soviétique. Donc, cette parenthèse avait fait en sorte que les dictatures restent en place. Qu'elles soient d'obédience soviétique ou d'obédience occidentale, même le monde occidental qui aime tant la liberté qu'il chante sur tous les toits, s'accommoder fort bien de ces dictatures-là. Pourquoi elles n'ont pas pu parler d'une seule voix après 88 hein? On se souvient aujourd'hui, on va dire les mots comme ils sont. Le FFS et le RCD se sont fait une guerre pendant des années, n'est-ce pas?
Et c'est à déplorer. J'ai une explication, une tentative d'explication. Ce n'est peut-être pas la vérité. Est-ce qu'on n'a pas été dans l'essentiel? Est-ce que le superflu, pour paraphraser René Char, un grand poète, c'est-à-dire que le superflu a pris le dessus sur l'essentiel? Je pense qu'il y a eu erreur d'analyse politique de part et d'autre. Cette analyse politique faisait que, au lendemain de la démocratisation, ou de l'ouverture démocratique, entre guillemets, les analyses politiques des démocrates ont été celles-ci. Si le régime s'est démocratisé, c'est qu'il est fini. Donc le régime est fichu. Les deux alternatives qui s'offrent à l'Algérie sont islamistes ou démocrates. Les islamistes, pensaient les démocrates, n'étaient pas en mesure de faire tourner la roue de l'histoire à l'envers. Donc c'était un boulevard qui s'ouvrait devant les démocrates. À partir du moment où ce sont les démocrates qui sont promus par l'histoire à la gestion des affaires, donc l'adversaire, ce n'est plus l'islamiste, puisqu'il est disqualifié. Ce n'est plus le pouvoir, puisqu'il vient de céder. C'est l'autre démocrate. Et on a commencé à se tirer les uns, à tirer les uns sur les autres. Et au final, il n'y a pas eu de constriction. Quand il y a eu les premières élections, et les élections législatives notamment, on a vu que ces islamistes étaient en mesure de faire tourner la roue de l'histoire à l'envers. On a même vu quelqu'un qui a parlé de régression féconde dans ce cas-là. Et quand le régime a bloqué le processus électoral en janvier 1992, on a vu que ce régime n'était pas si fini que cela. Et on a vu qu'il y avait deux monstres même en présence, le régime et les islamistes. Mais entre-temps, au lieu que les démocrates fassent leur constat d'échec et disent, bon, devant ces monstres, peut-être qu'on doit créer un troisième voie, un troisième pôle qui est celui des démocrates, de se rapprocher, de rapprocher notamment le FFS du RCD. Chacun s'est dit, devant deux monstres, je choisis le moindre. Donc pour le FFS, il considérait que le pire des ennemis, c'est le régime, et qu'il fallait donc s'allier avec les islamistes. Pour le RCD, il a fait le calcul inverse. Pour lui, le pire avenir que pouvait avoir le pays, c'était que les islamistes gouvernaient avec les militaires. Et du coup, tous les deux, ils ont anéanti l'alternative démocratique au pays. Oui, donc c'est quand même un échec collectif. On peut en tirer les leçons de cet échec. Mais avant de revenir à cette projection démocratique à l'algérienne, on parlera aussi de la Kabylie, je voudrais que tu nous dises un mot sur les Américains et les Chinois dans cette conquête de l'Afrique. Est-ce que la France perd du terrain par rapport aux Américains, aux Chinois et peut-être même les Indiens économiquement? La France court derrière des chimères. Elle a perdu l'Afrique en termes de sphère d'influence géopolitique et géostratégique. Elle a beau intervenir au Mali, en Côte d'Ivoire et en Centrafrique, non pas pour, disons, un ordre démocratique, non, en aucune façon. Tu l'as évoqué tout à l'heure, la France tient d'abord aux frontières héritées de la colonisation. C'est-à-dire qu'on ne touche pas au jacobinisme. C'est pour cela, c'est pour éviter le partage de la Côte d'Ivoire en deux, alors qu'elle était partagée depuis 5 ans, depuis 2002, même 8 ans, et pour éviter la scission, l'indépendance de l'Azawad, que la France est intervenue au Mali. Et aujourd'hui, en Centrafrique, il y a une géopolitique qui se dessine au détriment de la France. Et donc, entre les chrétiens et les musulmans, la France voudrait, qui vont de toute façon se séparer un jour ou l'autre, la France voudrait garder le carcan qu'elle a dessiné auparavant. Donc, ces schémas-là, une fois que la France intervient, on l'a vu au Mali,
Ça vient juste de se terminer, si c'est encore terminé. Peut-être que ce n'est pas terminé. Voilà, absolument. La France a installé Ebeka comme président. Elle l'a intronisé. Il n'a pas été élu, que ce soit clair. Et on ne peut pas parler de législative ou de présidentielle dans un pays ravagé par la guerre et dans lequel les peuples se détestent mutuellement. Donc, elle a intronisé quelqu'un et les premiers contrats qu'il vient de signer pour l'exploitation des mines aurifères, c'est avec des sociétés australiennes, et non pas avec des sociétés françaises. Donc c'est un échec français, hein, absolument. Y compris au Mali. On fait juste une petite pause et qui vient de sortir un livre aux éditions de Passy intitulé « Afrique, le casse-tête français, la France va-t-elle perdre l'Afrique ?» Alors Farhat, on disait un mot sur le Mali, et donc c'est d'abord l'Azawad aussi, hein, peut-être qui a fait un peu intervenir la France. Il n'y a que l'affaire de l'Azawad qui a fait intervenir la France. On a fait croire qu'il y avait l'AQMI. On sait que l'AQMI est un produit algérien, des services algériens, et non pas une mouvance politique qui veut instaurer un califat mondial. C'est plutôt des manœuvres de l'Algérie qui se sont, des régimes algériens, qui sont devenus une puissance militaire moyenne, et qui considère que la France est d'abord un ennemi et qui est quelqu'un qui la gêne pour faire du Sahel son arrière-cour. Et donc il y a des kidnappings, de l'insécurité qui a été instaurée de telle sorte à ce que par cette insécurité, l'Algérie arrive à rétablir l'ordre à son profit. Et quand l'Azawad avait proclamé son indépendance, et l'Algérie et la France ont, pour une fois, été d'accord pour anéantir cette indépendance, dans la mesure où la France, c'est dans sa tradition de sauver les frontières héritées de la colonisation, mais pour l'Algérie, l'Algérie avait peur de la contagion vers la Kabylie et vers d'autres régions du pays. Hein, donc, si il y a un précédent à ces frontières qui fait qu'une région se détache d'un pays, il est évident que la contagion allait se faire pour la Kabylie, qui est déjà assez avancée dans sa revendication dans ce sens. Donc il y a eu convergence d'intérêts momentanée, et l'Algérie a tout de suite envoyé ces éléments de l'AQMI, qu'elle a chargé d'avancer des thèses islamistes, de lapider des gens, de passer à la pratique, de détruire des mausolées, hein, de telle sorte à faire admettre justement cette intervention. Faire monter l'indignation internationale et légitimer une intervention. Mais la France avait d'autres calculs. Elle croyait à un moment donné qu'elle pouvait temporiser. Elle ne voulait pas être aux premières loges. Elle voulait créer d'abord une force interafricaine pour l'intervention malienne dans laquelle l'Algérie allait être partie prenante. Et c'était pour cela que le président français avait été parti le 21 décembre 2012 pour convaincre le pouvoir algérien de participer à cette force multinationale. Ayant compris les échéances de la France, M. Hollande croyait qu'elle avait gagné la partie, et les Algériens, qui ont compris qu'il fallait attendre jusqu'à septembre une intervention probable de la France, avaient peur que d'ici là ne soit consolidé l'État de l'Azawad. Donc, elle a créé les forces terroristes qui avaient pris Mopti un peu à 200 km de Bamako. La capitale malienne. Voilà. Ce qui a fait intervenir aussitôt la France, d'abord, elle ne voulait pas y aller elle-même, ensuite elle voulait temporiser jusqu'à septembre. Finalement, il y a été le 13 ou le 11 janvier 2013. Pourquoi? Et on a vu par la suite que, quand il est intervenu, normalement, il y avait une armée contre laquelle il allait se battre. Et finalement, il n'y avait aucune bataille. Il n'y avait aucune armée derrière. Il n'y avait rien du tout. Il n'y avait strictement rien. Et la France avait prétexté de cela rien que pour anéantir l'indépendance de l'Azawad. Ce que je ne comprends pas de la part de la France, et je le dis aux Français aujourd'hui devant eux,
Pourquoi ont-ils peur, de quoi ont-ils peur que des peuples prennent leur indépendance et leur liberté? Comment le Zawad serait un danger pour la France? Absolument. Dès lors que, de toutes les façons, quels que soient les démembrements des pays créés par la France, aucun d'entre eux n'échappera à la sphère d'influence de la France, et tous les marchés qu'ils ne peuvent pas, qui sont en train d'être offerts aux Australiens, aux Chinois. C'est peut-être par cette façon qu'ils pourraient les avoir de manière et aux Américains, ils peuvent parfaitement les avoir en priorité chez ces peuples, une fois qu'ils sont libres, surtout si la France est du côté de ces peuples qui demandent la liberté, au lieu d'être du côté des dictatures et de revenir. Apparemment, l'Élysée nous a entendus, après la sortie de ce livre, puisque M. Hollande, quand il a été en Centrafrique, il a déclaré, contrairement à ce que j'avance dans ce livre, il a déclaré que vous voyez bien que la France intervient ici, non pas pour installer une dictature, mais pour sauver des populations. Il oublie qu'il vient d'en installer une au Mali. Tout à fait, mais force est de le constater, Farhat Mani, la France, l'Algérie n'étaient pas d'accord, n'étaient pas pour cette indépendance de l'Azawad, mais aucun pays au monde n'a été pour cette indépendance. Comment est-ce qu'on peut expliquer un phénomène pareil? Je crois que cela tient à la stratégie du MNLA. Oui. Le MNLA n'a pas bien étudié son sujet dans la mesure où il croyait que le fait accompli était suffisant pour rallier la réalité mondiale à sa cause. Ce n'était pas le cas. C'est-à-dire qu'il fallait un travail diplomatique au préalable, et aviser les chancelleries sur le devenir, sur ce qui allait advenir, et éventuellement en obtenir l'assentiment. Et jauger en fonction des réactions des uns et des autres quelle était la possibilité de proclamer un État au préalable ou non. Les Américains ont quand même temporisé, et ceci grâce à notre intervention. Oui. Les Américains ont été au départ induits en erreur par la France. Ils allaient condamner l'indépendance de l'Azawad, et grâce à notre intervention, l'Amérique s'était abstenue de condamner. Elle a même demandé à ce qu'il aide le MNLA dans son œuvre. Et là, la contradiction avec les intérêts français a pu être négociée dans les coulisses, et finalement, l'Amérique n'a pas condamné, mais n'a pas soutenu non plus. Donc ils ont été là où leurs intérêts sont. Les Américains s'intéressent aussi à cette région, hein, du moins en géostratégie. On dit qu'ils ont des bases dans le sud algérien sans que les informations ne soient sûres. Mais aujourd'hui, dans l'Azawad, la situation ne s'est pas arrangée. Elle ne s'arrangera jamais. Tant que l'Azawad ne sera pas indépendant, il n'y aura pas de stabilité. Le Mali n'existe plus, que la France se rende à la réalité. Mais d'ici qu'ils s'en rendent compte, il faudra probablement quelques années de réalisme. Là, elle ne peut pas l'admettre parce qu'il est dans le chaud de l'action. Comme en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire n'existe plus. On aura beau avoir des politiques nationales de réconciliation, elles sont vouées à l'échec. En tout cas, les processus politiques mis en place ne sont pas efficaces, n'est-ce pas? Voilà, puisque les problèmes demeurent, oui. Et la présence française militaire est toujours là. En fait, il y a les objectifs militaires qui sont toujours atteints par la France, parce que technologiquement, elle a l'avantage. Mais les objectifs politiques qui légitiment les objectifs de guerre ne sont jamais au rendez-vous. On rétablit momentanément le calme dans une région, mais on n'en résout pas le problème essentiel. Et dans ces cas-là, il n'y a que soit des fédéralismes, quand ils sont acceptés par les peuples, qui peuvent encore sauver la mise, soit des indépendances, des séparations entre des peuples qui ne s'aiment pas. On a vu, même en Europe, les peuples qui se sont fait le plus la guerre, ce sont des voisins. Entre l'Allemagne et la France. C'est la vérité. Voilà. Aujourd'hui, les relations sont apaisées entre l'Allemagne et la France. Oui, ce n'est qu'une fois que chacun est rasséréné quant à son existence en tant que peuple et reconnu dans ses frontières, qu'il peut coopérer avec ses voisins. Tant qu'il ne l'est pas, tant qu'il est menacé, il se battra pour exister.
Tout à fait. Et on revient un peu à ce qui se passe en Algérie. Et donc, on a vu ces derniers temps une attaque en règle du pouvoir algérien contre les habitants du Mzavi. Cela ne date pas d'aujourd'hui. Hein. Comment est-ce qu'on peut expliquer cette façon de procéder? C'est depuis 1985 que la question du Mzab s'est posée comme une confrontation entre deux peuples, les Chambis et les Mouzabites. Les Chambis se disent arabes et religieusement de rite sunnite, malikite même, c'est-à-dire pire que le sunnisme. Et les Mouzabites sont berbères et de rite ibadite, c'est-à-dire des hérétiques. Il y a eu des morts déjà en 1987. Et nous avons été témoins personnellement. Je me suis rendu au Mzab où j'ai rencontré en 89 les responsables, les sages du Mzab qui nous ont expliqué leurs problèmes. Malheureusement, les autorités n'ont jamais pu accepter une telle d'ouvrir la page de ce conflit. Oui. Et la cendre, sur la cendre, il y avait la braise qui continuait et depuis 2008 notamment, cela s'est ravivé à Bariane, à Mtlili et maintenant on est arrivé au cœur du Mzab, c'est-à-dire Ghardaya, où l'on veut exproprier les Mouzabites, les faire fuir, les spolier de leurs avoirs et les faire fuir de leurs terres et de leurs maisons. Est-ce que c'est un désir d'anéantir cette présence berbère? Oui, sans aucun doute. Et il y a cette volonté d'anéantir la présence berbère en général. On a commencé par les Kabyles. On a vu qu'on ne peut pas. Ils sont 10 millions d'habitants. Donc on se dit qu'on peut procéder par le maillon faible, notamment chez les Mouzabites. Voilà. Chez les Mouzabites, c'est un processus que clairement, on a vu les images, les témoignages, hein, les forces de police. Que ce soit en 2008 ou cette année, ce sont des policiers qui se joignent aux agresseurs pour jeter la pierre ou frapper des Mouzabites. Je tiens, dans ce cadre-là, à saluer le courage d'un homme. Oui. Il s'appelle Kamaldine Fkhar. Kamaldine Fkhar, nous le saluons fortement. Qui est un militant des droits de l'homme qui n'a pas cédé à la violence et qui sait défendre les intérêts de son peuple. Qui trouve les mots justes pour le dire, il a même appelé à l'intervention étrangère. Il ne s'est pas gêné pour le dire, vu aussi le peu de réaction en Algérie même. Nous soutenons sa demande d'une commission d'enquête internationale et d'une intervention des casques bleus, s'il le faut, dans la région pour protéger le peuple mouzabite. Il est indispensable, dès lors que l'État algérien, non seulement est défaillant en termes de devoir de sécurité envers ses citoyens, mais surtout coupable de crimes contre l'humanité dans la mesure où il se joint, il participe à la violence contre les Mouzabites. Ce n'est pas faux. Farhad Mahani, on a eu... Oui. À ce niveau-là, je voulais ajouter une chose. Bien sûr. C'est que le 12 janvier, c'est-à-dire dans 2 jours, malheureusement... L'émission sera projetée après, oui. Il y a une marche qui est organisée à Tizi Ouzou à l'occasion de l'Inaïa pour, bien sûr, le droit à l'autodétermination de la Kabylie, mais aussi pour soutenir le combat des Imazighanes du Mzab. Et ici à Paris, il y a un rassemblement au Trocadéro également qui se fait dans ce sens-là. Oui. Et je dis que le régime fait circuler la rumeur selon laquelle ceux qui se battent pour le Mzab seraient manipulés par Farhad Mahani et le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie. Comme si les Mouzabites avaient besoin de se faire manipuler pour défendre leurs droits.
Mais ce n'est même pas qu'ils défendent leurs droits, c'est eux qui sont agressés. Ah, en plus. Ils défendent leur personne. Absolument. On ne peut pas être manipulé si on est frappé, agressé. Ils croient que les Mouavites vont se laisser assassiner tranquillement. Il y a de cela une maxime qui dit aucun animal au monde n'accepte de mourir sans livrer de bataille. Y compris contre des prédateurs, c'est d'abord essayer de sauver sa peau. Et ceci, dans tous les peuples du monde, aucun ne se laisse mourir. Et les Mouavites ont le droit de se défendre comme ça. Mais bien sûr, la Kabylie, Farhad Mahanni, a connu des heures sombres. En 2001, il y a eu les martyrs du Printemps Noir. Et malheureusement, beaucoup de ces jeunes et moins jeunes assassinés n'ont pas vu leurs assassins passer en justice. Oui, et ceci... Est-ce qu'il n'y a pas lieu d'entamer une action internationale en justice? D'abord, revenons sur les faits. Oui. L'Algérie s'est auto-amnistiée, dans la mesure où il a fait un référendum, de la concorde une nationale, mascarade de référendum dans lequel la Kabylie n'a pas participé, mais comme c'est le président de la République, auquel il appartient le droit de grâce. C'était déchargé, c'était défaussé sur les Algériens pour leur faire porter la responsabilité de son crime à lui, de ses crimes à lui. Et ensuite, il a proclamé la loi d'amnistie et de réconciliation nationale. On voit quelle réconciliation il y a eu. J'ai personnellement, au nom du gouvernement provisoire kabyle, introduit une plainte auprès du tribunal pénal international. Il se trouve que de part... Tu l'as fait quand, Farhad Mahanni? Ça s'est passé le 14 avril 2010. Et quelle suite donc ce tribunal a donc donné à cette demande, à cette requête? Au bout d'un an et quelques, le tribunal pénal international, la Cour pénale, pénale internationale, a répondu que selon le statut de Rome, par lequel la Cour pénale internationale a été créée, il faut qu'il y ait un membre, un pays membre, qui porte plainte de la Cour contre, même, de la Cour même, qui porte plainte contre. Et pour le moment, ils nous ont dit, nous ne fermons pas le dossier, mais nous le gardons sous main, sous le coude, jusqu'à ce qu'il y ait quelqu'un qui l'appuie. Donc la plainte est déjà lancée. Je rassure les familles qui ont des victimes et je remercie celles notamment qui nous ont mandatés, qui nous ont fait confiance pour porter ce dossier-là. Et justement, Farhad Mahanni, le MAC, à ce moment-là, c'était l'autonomie, est né des suites de ces événements tragiques, n'est-ce pas? Est-ce que c'est la réaction du reste de l'Algérie par rapport à ce qui s'était passé en Kabylie qui a suscité ce désir de créer ce mouvement, ou bien c'était une suite d'éléments? Sur le coup, c'était l'émotion. D'accord. Mais avec le temps, on se rend compte que c'est une suite logique de l'ensemble des délais qui nous étaient opposés et des combats, des luttes qui ont été menées jusque-là. Du FFS de 1963, en passant par la chanson moderne, en passant par la Ligue des droits de l'homme, en passant par la démocratisation. Et on a vu qu'à partir de la démocratisation, combien les partis kabyles étaient complètement isolés. Hein, on dit bien, Hossein Ahmed de Saïd Saadi sont bien des hommes respectables, hein, donc on ne vote pas. Malheureusement. Malheureusement, oui, voilà. Oui, non. Et effectivement, il y avait émotionnellement deux faits majeurs. Pendant le choc des événements, l'Assemblée nationale algérienne avait organisé une minute de silence pour un Palestinien, Mohamed Dari, qui venait d'être tué par une balle perdue. On ne sait pas de quel côté il était tiré. Il y en a même qui parlent d'un montage grossier maintenant. L'Assemblée nationale algérienne a observé une minute de silence, alors qu'en ce moment-là,
il y avait déjà plus de 80 morts en Kabylie et personne n'en a évoqué la mémoire. Et quand Cheikh Yassine a été tué d'une bombe, d'une roquette, par un avion israélien, il y a eu des manifestations partout en Algérie. Alors que pour les 130 Kabyles qui ont été assassinés, il n'y a jamais eu la moindre protestation. Pendant le show des événements, j'avais quelqu'un qui était un ami, Hamid Bessahel, pour ne pas le nommer, qui était à Annaba. Je lui avais demandé, je l'avais supplié de trouver ne serait-ce que deux Annabi, de citoyens qui ne soient pas kabyles, pour signer une pétition dénonçant les violences en Kabylie, le massacre des Kabyles, la répression en Kabylie, ou exprimer sa solidarité avec la Kabylie. Au bout d'une semaine, il m'a dit, écoute, il n'y a que des Kabyles qui veulent signer. On a vu une pétition qui a été lancée dans la presse algérienne, en dehors de Benchikou, qui l'avait signée. Il n'y avait aucun d'autre en dehors des Kabyles. Même l'intelligentsia algérienne n'avait pas osé soutenir, dénoncer ce qui se passait en Kabylie à ce moment-là. Absolument. Et on s'est rendu compte qu'il y a eu trahison de l'esprit nationaliste en lequel nous croyons. Nous nous sommes retrouvés seuls dans le malheur. Alors que quand il y avait, je me souviens en 1980, le séisme d'El-Snam, les premiers médecins qui étaient partis de leur propre initiative pour sauver des vies humaines, c'était des médecins de Tizi Ouzou et de Guès. Vous voyez, la Kabylie a le cœur dans sa main. Elle est solidaire avec tous ceux qui subissent des malheurs. Malheureusement, quand elle était dans le malheur... L'inverse n'a pas toujours été le cas, c'est ça? Il n'a pas du tout été le cas. Et aujourd'hui, Farhad Mehani, donc le MAC ne parle plus de l'autonomie, il parle de l'indépendance. Oui, il parle de l'autodétermination, parce que l'autodétermination est une question démocratique. Oui. Ce n'est pas la violence, c'est le choix délibéré d'un peuple de choisir son gouvernement ou son mode de gouvernance. Il peut parfaitement décider de garder le statu quo, si ça lui plaît. Il peut décider que dans le changement qui va venir, ce soit une autonomie, un fédéralisme ou une régionalisation, probablement. Voilà. Oui. Mais aujourd'hui, Farhad Mehani, nous avons affaire à un pouvoir assassin. Est-ce qu'il va laisser se faire un référendum d'autodétermination? Un régime comme le nôtre ne laissera aucune liberté se développer. Encore moins celle d'une autodétermination, parce que c'est sa fin, dans tous les cas. Donc, ce régime, seule une alliance entre les volontés de liberté, de démocratie des peuples d'Algérie et les forces démocratiques du monde libre qui peuvent le mettre à genoux et faire en sorte qu'il y ait évolution. Oui, soyons réalistes, hein, c'est un pouvoir, je le répète, hein, et ce n'est pas une métaphore, c'est un pouvoir assassin. Donc aujourd'hui, est-ce que ce pouvoir ne pourrait pas créer encore plus de problèmes en Kabylie, comme il l'a fait durant la décennie dite noire, où il y a eu des carnages à large échelle? On l'a vu aussi pendant le printemps noir. Bien sûr. Et la Kabylie avait évacué les gendarmes, et c'était les gendarmes qui se transformaient en terroristes pour semer l'insécurité, croyant que la population allait se jeter dans leurs bras pour les supplier de revenir assurer la sécurité. Alors que c'était le régime lui-même qui organisait tout cela. Mais regarde, quand même, la Kabylie a tous les moyens de s'autogouverner. Pendant 6 mois, il n'y avait pas un policier, il n'y avait pas un gendarme, il n'y avait pas un militaire. Plus de 6 mois. J'étais encore en Kabylie, peut-être beaucoup plus que 6 mois. Il n'y avait ni plus d'accidents de la circulation, ni plus de crimes, ni plus de vols, ni plus d'incidents particuliers. Un peuple aussi civilisé. Imaginez un quartier de la ville de Paris sans police une seule nuit. Ce qui va advenir. Vous voyez, entre des peuples civilisés, je crois qu'il faut relativiser quand même
la notion de civilisation. C'est juste une question de réalisme, Farhat. Maintenant, on peut avoir des désirs politiques. Nous, pour ce qui nous concerne, oui. Notre combat est politique. Voilà, politique et pacifique. Et pacifique. Que le pouvoir use de la violence, peut-être que c'est sa nature d'user de la violence, mais un jour ou l'autre, sa violence suscitera une contre-violence. Nous sommes sa dernière chance pour qu'il y ait une évolution pacifique. Ceci dit, Farhat Mhani, le désir d'autonomie existe ailleurs qu'en Kabylie, en Algérie. Hein. Il existe dans l'Oranie, il existe dans le sud, il existe en pays chaoui. Est-ce qu'il n'est pas plus judicieux de passer par cette étape de régionalisation? On reste dans le même schéma. C'est-à-dire que dès lors qu'il y a des peuples différents, compressés dans un même pays, le leadership politique consistera toujours à aider son peuple ou à assurer la domination de son peuple contre les autres. Donc, c'est voué à l'échec. Ce n'est que le jour où il y aura des peuples indépendants, des régions indépendantes, des pays indépendants, qu'ils trouveront par nécessité de mutualiser leurs moyens financiers, économiques et autres, obligation de se fédérer. Donc repartir la construction à partir de la base et non pas par le sommet. Aujourd'hui, par le sommet, c'est voué à l'échec. Tout à fait, ce sommet est là pour gérer sa pérennité au pouvoir. Justement, qu'est-ce que vous inspire aujourd'hui l'état politique de l'Algérie, hein? À quelques mois d'une prétendue élection, on ne sait pas exactement qu'est-ce qui va se passer. L'Algérie a cessé depuis longtemps d'avoir un projet politique. L'Algérie a des projets de pouvoir, mais pas de projets politiques. C'est-à-dire, entre les clans qui stipulent à la direction du pays, on n'a plus le souci du quotidien de l'Algérien ou des régions, mais juste celui de vaincre l'autre clan et de pérenniser son pouvoir à la tête de l'État. Il n'y a plus que cela comme projet. Et dans cette lutte de clans et de personnes, l'Algérie est livrée à elle-même. Bien des régions croient encore qu'il y a une idéologie arabe contre une idéologie berbère, croient qu'il y a l'arabo-islamisme qui est la fraternité entre les gens, mais dans la réalité, les choses se vivent autrement. Et la politique se moque de la morale ou des sentiments de fraternité. La politique, c'est d'abord la gestion du pouvoir, et en tant que tel, on endormira ceux qui croient en l'arabo-islamisme autant qu'ils le voudront, et on les dressera autant qu'on peut contre les impis kabyles, ou je sais pas moi, ou les hérétiques mouzabites, ou les nomades touaregs, ou je sais pas moi. Voilà les choses comment elles se font. Mais on sait voilà l'état triste de ce pays, n'est-ce pas? L'état triste de l'Algérie, on l'a dit tout à l'heure, avec ce qui s'est passé en Kabylie, a montré qu'elle n'a jamais été une nation. Elle est plus une nation avec la Palestine qu'elle ne l'est avec elle-même. Avec ses propres enfants. Absolument. Donc, Farhat Mhani, on ne peut pas tout dire dans cette émission qui est relativement assez courte. Donc, tu es aussi un grand artiste et toujours tu nous donnes des choses merveilleuses à écouter. Et je crois savoir que tu as finalisé 2 albums. Alors, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Écoute, je crois qu'il y a une petite histoire à raconter. Oui. Pendant longtemps, depuis que j'ai commencé à chanter en 1972 notamment, c'était l'année où ça va faire 42 ans, hein, où je suis rentré à l'université d'Alger, aux sciences politiques. Et à partir de cette année-là, j'ai fait en sorte que de la pratique culturelle, la chanson, je diffuse un message politique. Et surtout pour arracher la liberté d'expression qui était confisquée à l'ensemble de l'Algérie, comme nous le pensions à l'époque. Quand cette liberté d'expression est arrachée, avec l'ouverture, toujours entre guillemets, démocratique de 1989, j'avais considéré à l'époque que ma mission était remplie.
et que dans la construction démocratique du pays qui s'annonçait, à de nouveaux combats, d'autres armes. Donc j'ai déposé ma guitare pour prendre C'est ce le que micro. tu nous avais dit à la salle Atlas, Voilà. j'y étais. Voilà. Et donc j'avais quitté officiellement la chanson. Pas pour très longtemps, puisque à partir de 2002-2003 surtout, il y avait les assassinats d'intellectuels. Et j'avais réalisé combien c'était insignifiant pour moi d'être un responsable politique dans un contexte pareil. Je pouvais faire un communiqué, mais le communiqué peut être lu le matin, le soir même il y avait d'autres massacres et il fallait l'attention était captivée par autre chose, par d'autres crimes et d'autres douleurs encore. Donc je me suis dit que finalement je dois repartir à mes amours, mes premiers amours. Donc j'ai démissionné de mes responsabilités politiques pour reprendre la chanson et j'avais fait ce Rachendikhir. Et chemin faisant, la politique m'a rappelé. Après, je me suis rendu compte petit à petit que j'étais à plusieurs facettes et qu'à chaque fois que me manquait l'une d'entre elles, j'étais abîmé, j'étais amputé. Donc j'ai par la suite fait de la politique et de la chanson concomitamment, continuellement, sans me poser trop de questions s'il faut que l'un manipule, si l'un des deux personnages manipulait l'autre ou se servait de l'autre. Et depuis effectivement la création du gouvernement provisoire kabyle, par respect pour mon peuple et pour mes fonctions, je me suis retiré de la chanson. Et j'ai trouvé que j'ai beau faire des discours, rien ne vaut une chanson. Une chanson vaut 1000 discours. Donc, je me suis rendu compte à la réalité d'une nécessité de m'exprimer artistiquement pour faire date en termes de témoignage d'une époque et pour porter également, pour faire avancer la cause. Et là, effectivement, j'ai une dizaine de titres qui ont été enregistrés avec de grands noms de la chanson, kabyle et amazigh, notamment le grand Edir, dont je salue la fraternité, la clairvoyance, le courage. Ici, bien voilà. Ces prises de position ces derniers temps et le fait de chanter avec moi, je les prends comme, parce qu'il est plus âgé que moi, un tantinet, pas beaucoup, mais un peu plus âgé que moi, c'est vraiment le grand frère qui prête main forte à son jeune frère. Voilà. Et il y a eu également, pour ceux qui nous accusent d'avoir abandonné à travers le combat pour la Kabylie et les Amazirs, il y a la chanteuse d'Ihya, je tends la main aux Oras aussi, et je la tendrai dans cette chanson, nous parlons de l'Azawad comme des Libyens, des Berbères de Libye. Donc il y a des jeunes chanteurs comme Fena, comme Kamal Iflis et Karim Idou, plein de Très gens. bien. Voilà. Et le deuxième alors, c'est la musique classique, la musique savante? Oui, c'est de la musique savante, c'est de la musique philharmonique. Comme nous n'avons pas de tradition en la matière, je me sentais en devoir d'ouvrir un chantier. Ce ne sera pas excellent dans un premier temps. J'ai beau écouter de la musique classique, pas de la musique universelle comme d'aucuns le prétendent, c'est juste de la musique classique occidentale, c'est-à-dire il y a un savoir-faire des sonorités pour les rendre plus agréables, plus harmonieuses les unes entre les autres. Donc j'ai fait une dizaine de titres et ça se termine le 31 janvier pour cet ouvrage-là. Pour une fois, on va avoir de la variété telle que je la faisais depuis toujours, peut-être avec une voix un peu plus vieille, mais peut-être un peu plus mûre aussi, et de la musique classique pour la Kabylie. Jusque-là, comme j'ai dit, on écoutait du Beethoven, on aimait, on écoutait Mozart, peut-être qu'on aimait, mais pour une fois, nous avons la musique classique avec notre propre sensibilité, nos propres vibrations. Et excellent, il y a aussi un livre que tu es en train d'écrire sur cette affaire de l'avion. Oui,
Je l'avais entamé, ça fait longtemps, je n'avais écrit qu'un seul chapitre. Oui. Et puis là, j'ai un peu de temps, je me suis remis. Dès lors que je n'ai pas de passeport pour voyager, pour défendre ma cause, je peux le faire à partir de chez moi. Et je me suis mis à écrire ce qui s'était passé dans l'Airbus en 1994 pour reprendre un peu le contexte dans lequel cela s'est déroulé. Mais il y a aussi le regard du sociologue, de l'écrivain, Bien sûr, bien sûr. de l'homme dans sa société. Tout ça est excellent, Farhat Mahani. On arrive à la fin de l'émission. Peut-être qu'on a oublié quelque chose, ou bien un dernier mot, comme on dit traditionnellement. On dit toujours, c'est François Furet qui avait, j'aime répéter cette phrase, Oui. les hommes font l'histoire, mais ils ne savent pas que l'histoire ils font. L'histoire avec ses passions, ses déchaînements, ses remous, entraîne des fois des larmes et du sang, de la douleur, mais elle transforme toujours la société. Nous sommes des acteurs, et je suis parmi les acteurs qui veulent faire de la Kabylie une nation, un État, parmi tous ceux qui existent de par le monde. Et ça va se ressentir dans les chansons qui vont venir par ailleurs. Je ne suis pas là pour la division, mais je ne peux plus accepter que mon peuple n'ait pas le droit d'exister, d'avoir son propre gouvernement, d'avoir son propre parlement, d'avoir ses propres lois, de protéger ses enfants comme sa culture, comme sa langue, comme son identité. C'est une belle sentence et je me permets de lire ce que tu écris à la fin du siècle identitaire paru aux éditions Michaland. Alors tu écris ceci: aujourd'hui, symboliquement, je viens de tracer la voie qui, j'en suis convaincu, mènera le peuple kabyle et à travers lui tous les peuples qui se trouvent dans son cas vers la liberté. Diabolisé par le régime algérien, dénoncé par des adversaires kabyles, encore inconscient, je chemine à travers l'histoire, guidé par le seul devoir envers la Kabylie. Quels que puissent être les aléas de son parcours ultérieur, désormais c'est dans le sens de la liberté que mon peuple ira, comme l'avait déjà prophétisé Mouloud Mamri. Merci aussi à vous tous qui nous avez regardés, qui nous avez entendus. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Au revoir.